résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Le 10 mai 81, François Mitterrand est élu président de la République. Pour la première fois sous la Ve, la gauche arrive au pouvoir. C'est une petite révolution. Les sympathisants socialistes exultent. Sur la télévision arrive l'image un peu floue, on ne sait pas au début si c'est Giscard ou Mitterrand, et puis l'image arrive et c'est l'explosion. François Mitterrand est élu président de la République. Dès que le visage s'est complètement découvert à la télévision de François Mitterrand, on est sorti. J'avais un drapeau rouge, je me souviens. C'est dans la rue de Charonne. Et on a marché comme ça en groupe jusqu'à la Bastille. Évidemment, on arrive sur une place de la Bastille qui est pleine, qui est déjà noire de monde, avec une chaleur, une joie, qui est énorme. Pour la première fois, depuis très longtemps, la gauche arrive au pouvoir. C'est un soulagement de joie. C'est une soirée extraordinaire qui va se terminer par un orage. Dans les pas de Mitterrand, une pluie de jeunes gens va alors se lancer en politique. Des énarques, naturellement destinés à gouverner, mais également des acteurs du mouvement social. C'est la naissance de la génération Mitterrand. Une génération bicéphale. L'une, dans la droite ligne des classiques du PS, l'autre, militante, décidée à changer la France, à lui donner un nouveau visage, jeune et métissé. Que va devenir cette génération Mitterrand, hétéroclite, guidée par un même mentor? Parviendra-t-elle à préserver ses idéaux ou succombera-t-elle aux luttes de pouvoir? Aux yeux de la droite, l'accession de la gauche à l'Élysée paraît illégitime. Jacques Chirac clame que le PS ne saura pas gérer l'État, il promet la débandade et on le croit. Il faut s'imaginer l'ambiance de l'époque. Les gens de droite voulaient émigrer. Il y avait des attaques spéculatives contre le flanc qui se sont déchaînées d'ailleurs tout de suite entre le moment où François Mitterrand a été élu et le moment de la passation de pouvoir. Jacques Chirac disait que l'expérience socialiste ne durera pas 2 ans. C'était aussi une formule de Mermas qui a fait le tour des rédactions en disant « Vous savez, on sait aussi se servir des couverts à poissons ». Mais c'est vrai que pour toute une partie de l'establishment, dans les médias, dans l'administration, dans le secteur privé, nous étions par définition illégitimes. Alors même que nous avions géré depuis des années des villes, des départements, parfois des régions. La gauche ayant été dans l'opposition depuis longtemps, la droite lui contestait sa capacité à gouverner. Et le fait qu'un certain nombre des hommes et des femmes qui entouraient François Mitterrand étaient des militants, formés dans les luttes anticolonialistes, formés dans les combats pour construire l'union de la gauche, mais en même temps ayant eu une formation universitaire, un bagage, une expérience de l'État pour certains d'entre eux, qui leur donnait la capacité de maîtriser la machine complexe, les rouages complexes d'un État, oui, ça faisait un bon alliage pour gagner, puis pour gouverner. Le 21 mai, les cérémonies d'investiture prévues par le protocole prennent un nouveau visage. Le chef de l'État, entouré de ses fidèles, remonte lentement la rue Soufflot, symbole des manifestations de mai 68. François Mitterrand impose sa marque. Il se rend solennellement au Panthéon pour rendre hommage à Jean Jaurès, Jean Moulin et Victor Schœlcher. On était déjà passé de la spontanéité à l'organisation. Il y avait déjà un changement. À la Bastille, le peuple était là. Au Panthéon, le président était là. Et c'était totalement différent. Jean-Luc Manot, ancien président de l'UNEF, se trouvait dans la foule ce jour-là. Il nous ramène sur les lieux de la cérémonie. Quand on fait cette remontée, il y a quelque chose qui apparaît tout de suite, qui rappelle le moment, l'époque. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait vécu sur le moment même, mais quelques jours plus tard. C'est la contradiction avec Mitterrand. C'est un immense mouvement avec des gens qui l'accompagnent pour arriver à un moment où il est formidablement seul. Le cordon visant à tenir
la foule va se casser. Et en fin de compte, c'est une des dernières fois où le peuple parisien va se retrouver dans une fusion avec les dirigeants socialistes. Nous allons passer à la phase gouvernementale et la distance va s'effectuer. Un nouveau souffle balaye le pays. Pour les forces de gauche en mal de reconnaissance, l'élection de François Mitterrand incarne l'espoir. C'est l'heure du changement. Le mot est sur toutes les lèvres. On répète qu'il faut réformer tout, partout. À l'époque, y compris de par notre formation, de par notre propre parcours politique, on pense que quelque chose de très important est en train de se passer. On parle de 1936, on parle de mai 68, on parle, entre guillemets, de la Révolution. Alors, on est peut-être plus encore imprégné, moins imprégné, je dirais, que dans la phase précédente, mais on pense que il va se passer quelque chose de grandiose dans la société française. Ça, on a beaucoup d'illusions, ça, il faut être honnête. On était à un moment où, aujourd'hui on ne s'en souvient plus, mais quand il y avait des radios, les forces de l'ordre investissaient les radios libres et on les interdisait. La bande FM n'existait pas, il y avait les tribunaux des forces armées, il y avait énormément d'éléments coercitifs dans la société française. Et c'était aussi cela, c'était un mouvement de liberté qui jaillissait dans le pays. Le gouvernement Mauroy entame l'application des fameuses 110 propositions. Abolition de la peine de mort, dépénalisation de l'homosexualité, décentralisation. L'alternance est bien là. On se sent plus fort avec les idées qu'on avait. Ça paraissait comme incongru ou minoritaire, ou en tous les cas tout le temps devant combattre une légitimité installée. D'un coup, c'était ces valeurs, ces idées qui devenaient légitimes. On va quand même libérer la télévision, ce qui n'est pas rien quand même. On est encore en 80 dans l'héritière de la télévision. 20 heures, la police vous parle, selon le slogan de 68, c'est la vérité. Et puis les réformes. Il y a eu tout de suite, avec l'apothéose symbolique qu'a été l'abolition de la peine de mort. D'autres, conscients des réalités économiques, comprennent rapidement que tout ne deviendra pas possible. On parlait de changer la vie, c'est ça le slogan. Et en même temps, bon, moi qui étais au ministère des Finances, parce que je voyais bien que les choses ne seraient pas si faciles que ça. Nous agissons dans ces années 80, à la fois nous contribuons à transformer la France, et puis en même temps, nous nous confrontons au réel, si vous voulez. Et nous devenons effectivement plus réalistes que nous ne l'étions peut-être avant. C'est pas la grande vague de mobilisation populaire comme on pouvait l'espérer, c'est-à-dire les grandes grèves de 1936 ou de la Libération, des choses comme ça. C'est beaucoup plus une action parlementaire, dans un premier temps qui trouve un écho populaire et dans un deuxième temps qui va être pris à contre-pied par le contexte économique international, par peut-être un certain nombre d'illusions ou d'impréparation à la gestion du pays. Et donc il y a quand même de la déception qui va s'installer et de la désillusion. L'euphorie a été courte et la réalité est radicale. Dès juin 82, un premier plan de rigueur est lancé. Parallèlement, le petit parti de Jean-Marie Le Pen, le Front National, fait chou gras des nouveaux problèmes liés à l'immigration. Il y a l'existence de cette nouvelle génération issue de l'immigration qui existe, qui est présente et qui est plus nombreuse qu'avant. C'est la première génération qui a fait les enfants. Et donc, en contrepartie, dans un certain nombre de quartiers et de villes, il y a un repli par rapport à eux, à ce nouveau paysage d'une frange de la population qui est exaspérée par ça. Et donc ça se traduit y compris par des crimes racistes du type le dimanche j'ai envie de me reposer, il y a des mômes qui crient en bas, qui jouent au foot, il fait chaud, boum, on tire dessus. Face à cette violence, à l'automne 83, une trentaine de jeunes issus de Lyon se lancent dans la marche pour l'égalité et contre le racisme. Cette marche des beurs, comme l'ont baptisé les médias, prend une ampleur inattendue. À chaque ville, le nombre de marcheurs s'accroît. À son arrivée à Paris le 3 décembre, 60 000 personnes, toutes origines confondues, manifestent ensemble.
On était parti en tête avec l'idée que tous les Français sont plus ou moins tous racistes. Alors là, on n'a plus le droit de généraliser. On a eu à voir des enfants qui viennent à notre rencontre, même jusqu'à voir un policier porter les cuissons marche pour l'égalité, alors même du côté de la police. Un événement qui laisse indifférents les politiques de droite et de gauche. Seul le président Mitterrand prend conscience du phénomène et décide de rencontrer ces enfants d'immigrés invisibles en mal de reconnaissance. Il y avait des groupes qui cherchaient en tâtonnant à reconnaître leurs droits, à faire en sorte que des Français issus de l'immigration puissent arriver à quelque chose. Et puis il y a eu ce mouvement qui est né assez spontanément, à ma connaissance à la base, de cette fameuse marche des beurs, avec ce très beau slogan pour les jeunes, les mobylettes, ça marche au mélange. Et donc j'ai suivi ça attentivement, le président Mitterrand l'avait suivi aussi, donc ça a été pour lui absolument évident. François Mitterrand répond en partie à leurs revendications et accepte d'accorder la carte de séjour de 10 ans. Pourtant, auprès de la jeunesse prête à se mobiliser, cette marche ne fait pas l'unanimité. C'est très marqué les beurs. Et finalement, c'est un peu frustrant. Parce qu'on se dit, mais nous aussi, on est contre le FN, et puis on est contre le racisme, et pourquoi pas les Noirs, ou pourquoi pas les... Enfin, il y a une espèce de communautarisme un peu, le mot est fort, parce que je pense qu'ils n'ont pas encore cet esprit communautariste, mais malgré tout, il y a déjà ce profil qui ne convient pas au plus grand nombre, au rassemblement du plus grand nombre, et au fait que tout le monde puisse finalement se retrouver sur les mêmes valeurs. Trop communautaire, le mouvement Beurs s'essouffle. Face à lui, une bande de jeunes gens sympathiques propose fin 84 à Jean-Louis Bianco, le secrétaire général de l'Élysée, un projet d'association antiraciste. À 2 ans des législatives, un mouvement de masse, généreux et dynamique, pourrait redorer l'image d'un pouvoir en berne. Mitterrand cherche à toute force un terrain nouveau pour rebondir. Et il l'a trouvé dans l'antiracisme. C'est-à-dire qu'il voit le Front National émerger, et il se dit, voilà une cause qui peut permettre de rallier autour de la gauche un public beaucoup plus large et plus jeune surtout. Julien Drey m'en parle un jour dans mon bureau à l'Élysée en me disant, il y a des jeunes qui veulent faire des choses en banlieue, qui sont des blancs, qui sont des blacks, qui sont des beurs. Et notamment un type extraordinaire dont le nom est Harlem Désir. Donc je demande à rencontrer cet Harlem Désir et dans une discussion comme ça à l'Élysée avec Jacques Pilan, qui commençait à s'occuper de la communication du président, vient l'idée de SOS Racisme. SOS Racisme, c'est un immense mouvement de la jeunesse qui ne prend pas les formes classiques de démobilisation. Ce n'est plus la manif, c'est le concert. Ce n'est plus le slogan, c'est la petite main. Ce n'est plus le tract, c'est la télé. Et d'un certain point de vue, c'est une mutation du mouvement social. Il y a une sorte de mayonnaise incroyable qui prend, avec cette forme peut-être qu'on a empiriquement, parce qu'on n'avait pas pensé à ce point-là, trouvé, c'est-à-dire une forme d'action militante simple, mais en même temps extrêmement volontaire, et qui préserve chaque individu dans sa sensibilité, mais qui en même temps lui permet d'être dans un mouvement collectif. C'est tout ça, le port de la main, le port du badge, la participation aux initiatives de SOS, et le fait que dès le départ, on ne cherche pas à encadrer le mouvement. Dans les cours des collèges et des lycées, les petites mains pullulent. Dans cette petite main, il y avait à la fois le stop vis-à-vis du Front National, mais il y avait aussi la main de l'amitié. C'est une façon de dire on n'en est pas. Non, la France, c'est pas Le Pen. Et c'est finalement assez consensuel. Touche pas à mon pote, bon voilà, c'est pas pareil que demander le droit de vote à ce moment-là, l'égalité des droits ou des choses plus dures. Outre le badge, Julien Drey joue la carte médiatique et s'appuie sur des parrains emblématiques. Coluche, Guy Bedos, Isabelle Adjani. Parmi eux, Simone Signoret, l'une des premières marraines, contribue dès la naissance du mouvement à son explosion. Vous nous avez parlé de ce badge. Alors je le montre, là, cette main ouverte, là, où il y a écrit « Touche pas à mon pote ».